Bonjour à tous. Vraiment content de voir un grand nombre de personnes pour accueillir Paul. Mon ancien collègue de Bibliothèque Archives nationales du Québec, est néanmoins ami, toujours ami, on est resté amis. En fait, Alban, je pense, se passe de présentation. Il est de plus en plus connu du public et des chercheurs. Il a une formation en philosophie, peut-être que vous ne le saviez pas, et en sciences de l'information. Il a enseigné l'histoire du livre et de l'imprimé à l'Université de Montréal pendant une dizaine d'années. Je peux vous dire que c'est un érudit. Vous avez probablement eu l'occasion de le découvrir si vous avez lu son livre. Il lit beaucoup, autant des ouvrages de philosophie, d'histoire, de science-fiction. C'est un amateur de cinéma asiatique, de basket. C'est un fan du Paris Saint-Germain, donc très heureux ce matin. Il est fan du Japon. Côte Diète aussi. Pardon, Côte Diète. Ah oui, oui, aussi. Mais là, désolé, je m'égare un peu. Là, je vais revenir à l'essentiel. Donc, Alban est cartothécaire, donc la Bibliothèque Archives nationale du Québec depuis 8 ans, tu me disais, il occupe donc ce poste que je connais bien pour l'avoir moi-même occupé avant son arrivée à BAMQ. C'est un poste qui consiste à accompagner les chercheurs qui fouillent dans les collections de BAMQ, qui ne trouvent pas nécessairement ce qu'ils cherchent. Donc, Alban est là pour vous accompagner. Peut-être que vous avez déjà eu affaire à lui et il a pu vous aider dans vos recherches. Il est là aussi pour mettre en valeur les collections de BAMQ par toutes sortes de projets, notamment des projets de publication. Il écrit beaucoup, il écrit très bien. Et il a écrit donc son premier livre qu'il vient nous présenter aujourd'hui, qui est intitulé L'île aux démons et autres mirages cartographiques de l'Amérique du Nord. C'est une force d'Alban, je vous le dis, de trouver des titres de projets. Donc, si vous avez un titre à trouver, je vais Alban. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai d'autres éléments. Donc, c'est publié évidemment aux éditions Septentrion. Ouvrage remarquable que vous allez tous acheter après sa conférence, j'en suis certain. C'est un livre, ah oui, c'est important, c'est mérité le prix Victor Barbeau, ce n'est pas rien. Donc, un prix annuel décerné par l'Académie des lettres du Québec pour le meilleur essai. Donc, félicitations encore une fois, Alban. Et sur ce, je te laisse la table. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette présentation élogieuse, excessive. Je suis venu donc aujourd'hui parler de l'île aux démons, ce livre qui est paru en 2022, ça fait déjà un moment. Mais avant ça, je voudrais faire un petit préambule sur des recherches que je mène actuellement. Donc, je suis en train d'écrire un livre sur les ornements, sur les cartes géographiques, un élément qui est parfois un peu, pas oublié ou négligé, mais disons que les historiens ont tendance à passer par-dessus. Je voudrais commencer par vous montrer faire un parallèle étonnant entre deux cartes. La raison pour laquelle je peux faire un parallèle saute un peu aux yeux. Donc, regardons d'abord la carte de gauche. Alors, cette map monde, c'est une map monde, en fait, une mappa mundi du Moyen-Âge, est tirée d'un petit octavo manuscrit de la fin du XIIe siècle, produit chez les Augustins d'Indersdorf en Bavière et aujourd'hui conservé à la Bayerische Staatsbibliothèque de Munich. Donc, l'Est est en haut, la Terre Sainte occupant la position supérieure, une orientation pas systématique, fréquente au Moyen-Âge. La Terre est divisée en 5 zones climatiques parallèles, encerclées par l'océan. La zone centrale ici, en rouge, est réputée trop torride pour l'habitation humaine. Cette conception est conforme à la cosmologie gréco-romaine et ses prolongements médiévaux. C'est assez standard pour l'époque. En revanche, les ornements sont tout à fait uniques parmi les manuscrits qui nous sont parvenus. Le regard est happé par ce serpent saignant la terre qui sépare les océans en avalant sa propre queue pour former un cercle complet. Donc, le serpent qui se mord la queue est connu sous son nom grec Ouroboros, de Oura, la queue, et Bouros, dévoré. On le trouve dans de nombreuses sculptures. La plus ancienne occurrence, ça vient de Chine, ça date de 5000 avant Jésus-Christ. On le trouve en Inde, on le trouve mentionné en Inde, en Europe, en Égypte antique, au Ghana, dans certaines cultures autochtones d'Amérique du Sud. C'est un symbole alchimique central, assez anti-chrétien dans ses conceptions, mais je passe là-dessus aujourd'hui. Donc, je disais donc qu'on retrouve l'Ouroboros à travers de nombreuses cultures sur la planète.
Mais je vais passer là-dessus aujourd'hui aussi. C'est tellement anti-chrétien comme symbole, souvent dans sa conception, que c'est très étonnant de trouver dans un manuscrit médiéval ou dans un monastère. Selon le rapport, il y a un auteur qui s'appelle le Pseudo-Bède, un auteur médiéval que j'ai découvert en travaillant sur le livre parce que je n'avais jamais entendu parler. La carte de droite, qui est conservée ici au Canada à la University of British Columbia. Ce document s'intitule Explication des tremblements de terre, Chishin-no-ben. Il s'agit d'un kawaraban, c'est-à-dire une affiche d'information publique utilisée au Japon pendant l'ère Edo. L'ère Edo, c'est de 1603 à 1867. Et la légende indique qu'en jaune sont représentées les zones touchées par le tremblement de terre du 11 novembre 1854, et en bleu, les côtes ayant subi un tsunami peu après ce séisme. Selon les autorités japonaises, le séisme fait s'écouler plus de 14 000 maisons et 1400 entrepôts, provoquant la mort de 15 000 personnes et entraînant une trentaine d'incendies plus meurtriers encore, notamment à Edo, aujourd'hui Tokyo. Les zones rouges correspondent aux parties de l'archipel ayant subi un tremblement de terre n'ayant pas causé de tsunami au soir du 2 octobre 1855. Et le Kawaraban, parce que c'est une affiche, rappelle quelques consignes à respecter en cas de séisme, telles que de ne pas s'abriter au bord des rues, à proximité des édifices. Ce qui est intéressant, c'est que le texte expose aussi deux étiologies des séismes. La première explication est une disharmonie entre les énergies yin, telluriques et féminines, et yang, céleste et masculine. Une partie de l'énergie yang, captive de la croûte terrestre, chercherait à s'élever et gonflerait, tel un gâteau de riz à la cuisson, dit le texte, à travers la Terre. Et la deuxième explication est étonnamment proche de celle rapportée par le Pseudo-Bède en Europe au XIIe siècle. Donc, je cite dans la traduction de mon épouse et moi, mais surtout elle, moi j'ai lu ce livre français. Pour être honnête. Donc, l'auteur du Kawaraban écrit « La croyance populaire veut qu'un poisson-chat vive sous la terre et que la terre tremble lorsqu'il remue sa nageoire caudale. Bien que la source de cette croyance ne soit pas connue, sur la couverture du calendrier de la 9e année de l'ère Kenkyu, 198, la forme d'un ver tellurique était dessinée et les noms des 66 provinces du Japon étaient écrits. Cette théorie s'est maintenue pendant 6 ou 7 siècles. Dans les sutras bouddhistes, l'ancienne théorie selon laquelle les dragons étaient responsables des tremblements de terre est décrite dans un livre intitulé Jishinko, les tremblements de terre. Je pense qu'à cette époque, continue l'auteur, il n'existait aucun livre sur le sujet dont cette figure soit absente. La forme du corps du ver tellurique n'est ni celle d'un silure, poisson-chat, ni celle d'un dragon, mais se rapproche davantage de celle du dragon. Elle est illustrée ici. Alors, vous voyez, le parallèle est assez saisissant. Je n'en dirai pas davantage aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Je voulais juste partager avec vous cette trouvaille récente, ce rapprochement que je trouve vraiment inattendu et stimulant. Ce nouveau projet de livre me permet de travailler, en plus de la géographie et des récits de voyage, sur les symboles, les archétypes au sens junien. C'est un angle peu fréquenté, mais assez fructueux à mon sens, pour traiter des images, en particulier des ornements sur les cartes géographiques. Donc j'entre maintenant dans le vif du sujet. Donc vous l'aurez compris, mon but n'est pas de résumer le livre, bien sûr, mais simplement de vous donner une idée un peu plus précise de ce dont il est question quand je parle de mirage cartographique. Alors, de manière générale, j'entends par cette expression de mirage cartographique des lieux remarquables, représentés sur des cartes géographiques anciennes pendant de longues périodes, souvent décrits dans les textes qui les accompagnent, et dont pourtant, on a compris un jour qu'ils n'existaient pas. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ce mot de mirage? Parce que les mirages dont on parle habituellement, là, sont observables par tout un chacun, ils peuvent être photographiés même. Ce ne sont pas des hallucinations ou des illusions d'optique, c'est des phénomènes dus à une dysfonction cérébrale. La cause des mirages se trouve dans une propagation atypique de la lumière, provoquée par des couches d'air inégales en température, en pression, en humidité. Et les lieux qui n'ont jamais été sont semblables au mirage, à mon sens. Chacun peut en examiner la représentation sur les cartes, les descriptions dans les atlas ou les récits de voyage. Ils ont tous les atours de l'existence. Toutefois, cette existence est sans substance, produit d'une propagation atypique de l'information, cette fois de la lumière. Et c'est en cela qu'on peut les qualifier de mirages cartographiques. Donc aujourd'hui, je vais en évoquer 3 qui sont traités dans le livre. L'île aux démons, le lac de Conibas et le Nouveau-Danemark.
Donc l'île ou l'archipel aux démons, ça dépend des cartes, apparaît sous le nom d'Insulae Daemonium sur la fascinante carte de Johann Reusch de 1507 que vous voyez à l'écran. La toute dernière carte imprimée a considéré les récentes découvertes, entre guillemets, comme étant situées non pas sur un continent distinct, mais dans les confins orientaux de l'Asie. Vous voyez sur cette carte, en fait, on reconnaît un peu Terre-Neuve, mais Terre-Neuve est accrochée en fait à l'Asie. Si on regarde les toponymes un peu plus au sud, ce sont des toponymes qui viennent de Marco Polo et qui sont relatifs à la Chine. Une des dernières cartes a pensé que en fait, ce qu'on appellera l'Amérique est en fait l'extrémité orientale de l'Asie. Au cœur d'une vaste baie s'étendant du Groenland à Terre-Neuve, le Hollandais insère deux îles en forme de hamburger, assorties d'un énigmatique commentaire latin qui dit les marins qui se sont approchés de ces îles ont été tant tourmentés par les démons qu'ils n'ont pu s'en échapper sans danger. C'est assez mystérieux comme pendant plus d'un siècle, les géographes les plus éminents, tels que Sébastien Münster, Abraham Ortelius, ainsi que Ramusio, sur la Nova Francia en 1556, ils ont reproduit cette information tout en déplaçant ou en modifiant la configuration des îles sur la foi des travaux de Reusch. Alors, le livre en dit bien davantage, mais aujourd'hui, je voudrais simplement commenter ces deux cartes d'André Thévé, le fantasque et très créatif géographe du roi. Parce que cette île aux démons est souvent identifiée à celle sur laquelle Marguerite de la Roque aurait été abandonnée en compagnie de son amant et d'une servante par son parent Jean-François de la Roque de Roberval en 1542. La source de cette conception se trouve dans le récit que compose André Thévé dans sa Cosmographie universelle, ouvrage paru en 1575, et où l'on trouve la carte de gauche. En effet, Thévé situe l'intrigue sur l'île aux démons qu'il appelle aussi l'île des diables. Et à l'horreur de la situation de la jeune proscrite, le cosmographe du roi ajoute quelques éléments surnaturels. Si l'on s'égare sur l'île, on risque, je cite, d'y rencontrer des maudits esprits qui vous font mille algarades par les bois et déserts en plein midi. Les diables ont des corps passibles qui, étant frappés, se dévalent et sont brûlés s'ils approchent le feu. Fin de citation. Donc, à en croire TV, la demoiselle aurait survécu 2 ans à ses compagnons d'infortune et un enfant né pendant cet exil avant d'être secouru par des marins bretons. Et rentrée en France, elle lui aurait confié sa mésaventure. Alors, d'un point de vue rhétorique, la fusion des deux histoires permet de renforcer mutuellement leur crédibilité. Les malheurs de Marguerite prennent des accents de véracité en se déroulant sur une île cartographiée, tandis que l'île aux démons se matérialise de par les événements censés s'y être produits. Le récit se nourrit. Et la fusion opérée par TV entre les cadres géographiques des deux récits, le commentaire de Reusch au sujet des marins harcelés par des démons et le drame de Marguerite, ne va pas de soi. Dès le XVIe siècle, on distingue les deux îles en question. C'est le cas notamment de Gérard Mercator, un cartographe très très influent. Donc, c'est l'opinion de TV, enfin, c'est ce que tient TV que l'île aux démons et l'île sur laquelle a abandonné Marguerite sont la même, mais TV va changer d'avis. C'est ça qui est étonnant, c'est pour ça que je vous montre 2 cartes. Au début des années 1580, il entreprend de composer un grand insulaire, donc un livre qui contiendrait les cartes et descriptions de 350 îles du monde connu. L'ouvrage demeure inachevé à la mort du géographe en 1592, mais la Bibliothèque nationale de France en possède le manuscrit. Et la Huntington Library, située à San Marino en Californie, quant à elle, détient la seule copie répertoriée d'une carte imprimée représentant ce que TV décide de renommer dans les dernières années de sa vie, l'île de Roberval, carte de droite, anciennement connue sous le nom de l'île aux démons. C'est imprimé, par ici, unique, est une épreuve en vue du projet de grand insulaire qui a été entravé par l'instabilité politico-religieuse de la France et le déclin de la santé de TV, crépuscule de sa vie. Donc les contours de l'île, ils diffèrent grandement de la version donnée par TV dans la cosmographie universelle, hein, regardez bien à l'écran. Sans texte d'accompagnement ni coronymie, on jurerait qu'il s'agit de 2 îles distinctes. En devenant l'île de Roberval, l'île aux démons voit le relief de ses côtes s'adoucir et des toponymes hospitaliers qui font leur apparition. Bonne pêcherie, bon port, bonne sonde. Un simple cap de la demoiselle rappelle la triste histoire de Marguerite. Alors, l'hommage du père Cordelier, qui est André TV au protestant Roberval, fait quelques années plus tôt dans une embuscade, tendue par des catholiques, est pour le moins inattendu.
TV a coutume, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il a coutume de tenter d'apposer sur ses œuvres le cachet posthume des plus illustres navigateurs. De sa proximité supposée avec Robert Val, il espère tirer une réputation de fiabilité. Que ce dernier fut un huguenot en cette période de questions de religion, ne l'embarrasse guère. D'ailleurs, de son propre aveu, les questions théologiques diffèrent un peu de TV. Mais TV n'en exerce pas moins un certain exorcisme géographique, non seulement sur la carte conservée en Californie, mais surtout sur le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France. En effet, sur ce document, il explique nommer l'île île de Roberval, je cite, pour ce qu'il fut le premier qui y mit pied en terre. Et il déplore l'usage du toponyme île aux démons, responsable selon lui de ce que cette terre soit demeurée déshabitée. Donc en substituant le nom du navigateur à celui des génies sulfureux, en changeant île aux démons pour île de Roberval, TV espère rendre l'île fréquentable et peut-être même colonisable. Donc, renommer ce territoire est un geste apotropaïque, c'est-à-dire un geste destiné à conjurer le mauvais sort. L'île était possédée, TV conjure les esprits malins, il dit Pater retro, Satana, et dans une habile palinodie, il pondère ses propos sur la présence objective des démons en arguant que, je cite, la solitude de Marguerite donnait grande force à l'éblouissement de ses apparitions. Je dis que ce qu'il avait raconté précédemment, c'était des hallucinations de Marguerite. Donc le livre en dit bien davantage sur l'île aux démons et examine quelques hypothèses sur l'origine de ce toponyme. Le cas de TV met en lumière un certain degré d'affabulation qui peut être en partie responsable de la création, mais surtout, je crois, du maintien de mirages cartographiques sur une période de plus d'un siècle. Voilà pour l'île aux démons. Le deuxième mirage dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le lac de Conibas. Donc cette carte que vous voyez à l'écran dans l'édition de 1605 qui est à la Bibliothèque Archives nationales du Québec, en fait, elle est parue dans son édition originale en 1597. Et en cette deuxième moitié du XVIe siècle, le lac de Conibas est un des hauts lieux de l'Amérique du Nord, couché sur le papier, on le voit toujours. Les géographes majeurs ne manquent pas de le faire figurer sur leurs travaux, avec une position variable et souvent délicate à définir en fonction des référentiels cartographiques du XIe siècle. En 1597, dans le premier atlas centré sur le continent, Cornelius van Wittfried consacre une carte entière à la région du lac de Conibas, telle que vous voyez à l'écran. La cité lacustre se trouve quelque part au nord-ouest d'Hochelaga, elle-même singulièrement située. Et le mythe hante avec le temps. Selon Francisco Lopez de Gomorra, je cite, « Au bord du lac de Conibas est une grande ville longue de 7 lieues et large de 2, remplie de beaux édifices, séparés les uns les autres par des bois, des jardins et des fossés. On peut y voir des vaisseaux argentés et vergues dorées, lesquels on n'a jamais aperçus dans les mers de cette partie du monde. » Il y aurait un lac et une cité de Conibas, et ce lac et cette cité seraient fréquentés par des navires d'or et d'argent. Alors j'ai élaboré dans le livre une hypothèse sur ces navires, puis je crois, d'une traduction erronée de l'espagnol vers l'italien, dans laquelle des objets de vaisselle sont devenus des vaisseaux. Je m'explique. En 1550, Giovanni Battista Ramusio publie le premier volume de ses Navigazioni e Viaggi, qui relate les propos d'un gentilhomme de Mantoue, un Italien donc, il n'en dit pas plus, qui a eu en main, alors qu'il se trouvait en Flandre, sous occupation espagnole à ce moment-là, à la cour de l'empereur Charles Quint, une lettre écrite par le vice-roi Mendoza en 1541, vice-roi de la Nouvelle-Espagne. Notez bien qu'il a eu la lettre entre les mains sans la copier ni l'étudier en détail. Et Ramusio écrit que le Mantouan lui raconta qu'il y avait lu dans cette lettre que l'expédition Coronado de 1540 à travers ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique, je cite, traversa de grands déserts, arriva au bord de la mer où elle trouva des bateaux avec à leur bord des marchandises et portaient à leur cou des figures entièrement faites d'or et d'argent. C'est la première mention de ces vaisseaux d'or et d'argent. Alors peut-être ces navires relèvent-ils de la plus pure fantaisie, il ne faut jamais exclure cette hypothèse, mais on peut également émettre une hypothèse linguistique sur l'origine de ces embarcations fabuleuses. Dans bien des langues européennes, au moins un mot dérivé du latin bassa, signifie base, sert à désigner un bateau. C'est le cas du français vaisseau, de l'anglais vessel ou encore de l'italien vascello. Mais en espagnol, les dérivés de bassa ne sont employés que pour désigner des récipients alimentaires, vaso, verre, vasira, vaisselle. Or, il est souvent question de ce type d'artefact dans les documents relatifs à l'expédition Coronado. Les différents chroniqueurs, deux en particulier, les évoquent avec emphase.
Les vaisseaux ornés de métal précieux pourraient donc avoir été forgés dans un esprit ayant lu ou entendu les récits de l'expédition Coronado en espagnol, sans être tout à fait familier de cette langue. Il pourrait s'agir au premier chef de ce gentilhomme italien à la mémoire duquel se fit Ramusio. Donc je clôt cette petite discrétion sur les vaisseaux et reviens à la question originelle du lac de Colibas. Eu égard à l'emplacement du lac sur les cartes, au nord-ouest de la vallée du Saint-Laurent et à sa vaste superficie, il serait tentant d'assimiler le lac de Colibas à la baie d'Hudson. Cette interprétation est toutefois problématique pour plusieurs raisons. Elle est assez commune. D'une part, il faudrait que les géographes aient eu connaissance de l'existence de la Grande Baie avant l'expédition menée par Henry Hudson en 1710, soit par un voyageur officiel, soit par des témoignages autochtones jugés crédibles. D'autre part, il s'agit d'un lac, c'est-à-dire une étendue d'eau douce. Les géographes sont formels. La source de leur assurance se trouve dans la deuxième relation de quartier. Le lac s'épanche via un court fleuve dans l'océan Arctique et non l'inverse. Cette insistance des géographes exclut la baie d'Hudson, qui, en tant que baie, constitue une échancrure dans une côte marine et donc une étendue d'eau salée. Enfin, sur la plupart des cartes, le lac de Conibas se déverse dans une proto-baie d'Hudson, ce qui interdit de les assimiler l'un à l'autre. De fait, cette configuration correspond plus à celle du lac Winnipeg, dont la première fréquentation par les Européens à la toute fin du XVIIe siècle nous plongerait dans une hypothèse plus anachronique que celle de la baie d'Hudson. Moi, je crois qu'il faut revenir à la première occurrence du lac de Conibas. Et l'origine, c'est Giacomo Gastaldi, un cartographe d'ailleurs, qui est le cartographe le plus souvent impliqué dans la création des mirages cartographiques que j'ai étudiés. En fait, 5 sur 12. Et en général, il l'est par l'interprétation cartographique qu'il fait de données textuelles. Alors, il n'a pas du tout le profil d'un affabulateur comme TV, c'est juste quelqu'un qui est souvent dans la situation de devoir interpréter graphiquement, en l'occurrence géographiquement, des données qui sont purement textuelles, et ça donne lieu parfois, ça peut donner lieu à des aberrations. La British Library détient la seule copie répertoriée de cette splendide map-monde de Giacomo Gastaldi en 9 feuillets, dont vous voyez un détail de 9 feuillets à l'écran, abondamment orné et daté de 1561 et intitulé Cosmographia Universalis. C'est d'ailleurs probablement, comme la deuxième carte de TV tout à l'heure, une épreuve en vue d'une publication qui n'a jamais eu. Et un toponyme qui avait peu attiré l'attention jusqu'ici fait son apparition sur ce chef-d'œuvre, Lago Conibas. Le lac en question est situé au cœur d'une Amérique septentrionale encore inexplorée par les Européens. Et le cartographe a représenté une ville sise sur une île au milieu de ce lac, Conibas Città. Gastaldi, qui a collaboré avec Ramusio à l'ouvrage des Navigazioni Viaggi, est familier des relations de voyage de Jacques Cartier, traduites en italien dans ce livre. Ces textes constituent les principales sources du vénitien sur la Nouvelle-France. Alors j'ai deux hypothèses sur l'origine de ce toponyme créé par Gastaldi. Dans les deux cas, l'idée est d'essayer de reconstituer le raisonnement de Gastaldi en fonction des sources textuelles dont il disposait. La première hypothèse m'a été soufflée par Jean-François Chalomino, ici présent. Et selon cette hypothèse, on va l'appeler hypothèse A aujourd'hui, un mot étrange employé par Cartier pourrait être à l'origine de Conibas, cet étrange mot de Conibas. Au XVIe siècle, les Européens interrogent presque systématiquement les autochtones sur la présence de gisements de métaux. C'est ce que fait Cartier avec les Iroquois. La deuxième relation mentionne à plusieurs reprises des informations concernant le cuivre. Par exemple, « Et par les sauvages que nous avions, nous a été dit que c'était le commencement du Saguenay et terre habitée, que de là venait le cuivre rouge qu'ils appellent Kegnetase. » Ce que les autochtones appellent Saguenay correspond à la partie intérieure du continent, vous le savez, qui s'étend de l'actuel Sept-Îles au lac supérieur, en passant par le Saguenay d'aujourd'hui. Or, les terres qui entourent le lac supérieur sont depuis 7000 ans des sites d'extraction de cuivre, aisés à travailler, puisqu'ils ne nécessitent ni d'être fondus ni d'être raffinés. Les autochtones emploient ce métal pour la fabrication d'outils, d'armes ou de bijoux. Kegnetase, le mot iroquoien pour cuivre, est laborieux à transcrire pour un esprit européen. Vous voyez comment il s'écrit à l'écran. En outre, les graveurs doivent inscrire les mots à l'envers sur les planches à imprimer. Ainsi, dans une erreur d'inattention, demeurée inaperçue par le caractère totalement étranger du mot, un D a pu devenir un B, quant au A, il a pu être changé en O. L'orthographe n'étant pas normée, la plus forte raison pour un mot iroquoien, le Kegnetase du récit de Cartier a donc pu devenir Conibas à travers le burin de Gastaldi,
ou d'un de ses collaborateurs. Il s'agirait alors du lac supérieur, situé très approximativement. La deuxième hypothèse est de moi, mais je me suis aperçu après l'avoir formulée, que l'historienne américaine Louise Phelps Kellogg, dans un livre de 1925 intitulé The French Regime in Wisconsin, l'avait déjà esquissé, mais il manquait à Kellogg beaucoup trop de sources pour aller plus loin. Elle ignorait notamment l'existence de la carte de Gastaldi et croyait TV responsable de la création du miracle. Mais pour une fois, non, TV n'y est pour rien. Donc, selon cette hypothèse, l'origine de la présence cartographique du toponyme lac de Colibas ne se trouverait pas tant dans la géographie physique que dans une improbable créature évoquée par Cartier dans le passage de la relation de son deuxième voyage, consacré à décrire la manière dont les Iroquois du Saint-Laurent collectent la matière première nécessaire à la fabrication de leurs esnodies, c'est-à-dire les colliers de bambou. Là, je cite Cartier, c'est une longue citation, mais elle est vraiment nécessaire. La plus précieuse chose qu'ils aient en ce monde est Esnodi, lequel est blanc comme neige, et le prennent aux 10 fleuves en cornibo, en la manière qui en suit. Quand un homme a desservi mort, quand un homme meurt, ou qu'ils ont pris aucun ennemi à la guerre, ils le tuent, puis l'incisent par les fesses des cuisses et par les bras, jambes et épaules à grande taillade. Puis, au lieu où est le dit Esnobi, avale le dit corps au fond de l'eau et le laisse 10 ou 12 heures, puis le retire à mont et trouve dedans les dites taillades et incisures, les 10 cornibaux, desquels ils font manière de patnos, et de ceux usent comme nous faisons d'or et d'argent, et ne tiennent la plus précieuse chose du monde. Patnos, c'est un chapelet. Donc, selon l'explorateur français, qui est assez difficile à lire à cause de son orthographe ahurissante et ses expressions bien sûr très désuètes, selon l'explorateur français, des coquillages sont obtenus en tailladant un cadavre humain, puis en le plongeant dans un lac. Une fois les plaies colonisées par les coquillages, ces derniers sont recueillis et montés en chapelet. Et le mot employé à 2 reprises par Cartier pour désigner ces créatures est pour le moins inusité. Cornibo. Il s'agit d'un régionalisme normand désignant un gastéropode marin à coquille en forme d'hélice conique. Donc j'en ai montré un à l'écran, j'en ai amené aussi. Toujours un ou deux cornibaux sur moi. Donc, ça ressemble à ça, ça viendrait là selon moi le lac de Colibas. C'est un petit coquillage. Donc de cette lugubre histoire de coquillage mangeur de chair, Giacomo Gastaldi aurait développé l'idée d'un lac des cornibaux, transformé en lac de Colibas. Faute d'informations additionnelles sur cette partie du continent, le Vénitien aurait conféré à ce lac des dimensions proportionnelles à l'importance que l'on peut donner à une source lorsqu'elle est unique. Je ne sais pas des historiens qui peuvent expliquer ça quand on a une seule source sur un sujet donné, bien sûr, on est un peu obsédé par cette source. Donc, il n'y a aucun témoignage sur les mœurs et l'artisanat des Iroquois du Saint-Laurent qui corrobore le récit de Cartier. D'ailleurs, je soupçonne presque que peut-être soit il est complètement compris de travers, parce qu'il a lui à peine quelques mots d'Iroquois et ses Iroquois, je ne parle pas encore français, bien sûr. Il est possible aussi que ce soit une blague dont les ressorts comiques nous échappent complètement, parce qu'on n'est pas Iroquois, et qu'on n'est pas en 1935. Les fils de Donnacona, Taignoani et Domagaya, qui accompagnent Cartier et qui ont passé 1 an à apprendre le français, ont quitté l'expédition 2 semaines avant l'arrivée de l'équipage à Hochelaga. Donc, en l'absence de ces truchements, la communication est erratique. Alors, l'histoire pourrait n'être que le résultat d'un malentendu, une déclinaison laurentienne du mythe de Babel. Dans son histoire et description générale de la Nouvelle-France, Charlevoix, en évoquant l'épisode des cornibaux, rappelle d'ailleurs, on le sait tous ici, il rappelle l'absence de coquillages à proximité de l'île de Montréal. N'est simplement pas assez salé. Donc, non seulement il n'y aurait jamais eu ni cité ni lac de Colibas, mais le gastéropode anthropophage, donc ceux-ci tire leur nom, serait né de l'imagination d'un Français croyant comprendre un Iroquois. Et c'est ainsi qu'un coquillage aurait accouché d'une cité. C'était personnellement l'un des toponymes les plus stimulants à creuser. Et c'est aussi, bien sûr, un de ceux pour lesquels je suis le moins certain d'avoir tiré des choses au clair. Je n'ai que des hypothèses et aucune conviction. Le troisième mirage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Nouveau-Danemark.
Sur cette carte, pour vous repérer, le nord est en bas. J'aurais dû la faire pivoter, mais j'ai oublié de le faire. Donc, imaginez que la carte pivote et vous aurez vos repères habituels avec le nord en haut. De celle de Martin Frobisher en 1576 à celle de Thomas James en 1732, toutes les explorations européennes de l'Arctique canadien sont des initiatives anglaises. Toutes, sauf une. En 1719, le roi du Danemark, Christian IV, ordonne une expédition vers la baie d'Hudson, dont le but est de découvrir un passage vers les Indes orientales. Une frégate comptant 48 marins, le Narval, et un petit gréement pouvant en accueillir 16, la Lamproie, sont appareillés. Le chef de l'expédition est le capitaine Jens Munk. Alors, en dépit de la compétence de son capitaine, qui a un CV formidable, il a déjà beaucoup d'expérience, à seulement 33 ans, il a commencé à naviguer quand il en avait 11. Il est déjà allé au Brésil. À cette époque, c'est remarquable. L'expédition danoise dans la baie d'Hudson tourne au désastre. Munk quitte le Danemark le 9 mai 1719. Début juillet, il franchit le détroit de Davis. Quelques jours plus tard, les erreurs de calcul de ces deux pilotes anglais lui laissent s'entendre qu'il est déjà dans la baie d'Hudson, alors que c'est dans la baie de Frobisher. Le temps de s'en apercevoir et de reprendre la route, ce n'est qu'en septembre que l'expédition atteint la baie d'Hudson, dont Munk dressera cette carte schématique pour illustrer son récit. Les glaces empêchent déjà de pousser vers l'ouest, comme de retourner en Europe. Les hommes se préparent donc à hiverner à bord du Narval, dans la région que Munk appelle dans son journal Nova Dania, sur le site actuel de la ville de Churchill, au Manitoba. Mais les vêtements des Danois ne sont pas adaptés à l'intensité du froid arctique. Le gibier est rare et leurs réserves de nourriture s'amenuisent, provoquant malnutrition et maladies, principalement le storm. Le vieux compagnon des expéditions transatlantiques. À tel point que lorsque des perdrix des neiges sont tués, la plupart des membres d'équipage sont incapables d'en manger tant leurs bouches sont à vif. À partir de janvier, le journal de bord de Munk, qui existe dans une édition traduite en anglais, parce que je ne peux pas lire le danois, mais une édition en anglais. Donc ce journal de bord contenait jusqu'alors de précieuses observations astronomiques, géographiques, ethnographiques, ainsi que sur la faune et la flore du pays, commence à ressembler, il faut bien le dire, à une rubrique nécrologique. Il y a un mort quasiment tous les 2-3 jours. Et le désespoir pousse même Munk lui-même à rédiger son testament, qu'il a reproduit dans cette édition. Le printemps venu, seul Munk et 2 de ses marins ont survécu. Après avoir recouvré des forces en pêchant, chassant, cueillant des baies et buvant les restants de vin, ils entreprennent la route du retour sur la Lamproie, le petit navire, qui normalement se navigue à minimum 5, mais là, à 3, ils se débrouillent, en dormant très peu probablement. À l'issue de 68 jours de navigation, les 3 hommes parviennent tant bien que mal à accoster en Norvège, où un des compagnons du capitaine ne tarde pas à commettre un meurtre, et il est condamné à la prison et ensuite à la mort. Donc, finalement, il n'y en a que 2 qui retournent à Copenhague. Donc, et un de ses compagnons anonyme, ils retournent tous les 2 à Copenhague le 20 décembre 1720. Ça fait une expédition et qui s'est déroulée dans des circonstances épouvantables. Ça fait peut-être pas assez pour faire un nouveau Danemark, n'est-ce pas? Le toponyme de Nouveau-Danemark apparaît pour la première fois sur la carte de Groenland, dressée par Isaac de la Pereire, on voit cette carte ici, là, et incluse dans sa relation du Groenland, parue en 1647. Alors c'est un Français qui est en mission diplomatique au Danemark, on l'envoie parce qu'il est calviniste lui-même, donc c'est plus facile d'avoir des échanges avec les protestants. Il est envoyé de 1644 à 1646 durant la guerre de Torstensson qui oppose le Danemark à la Suède. Il en profite pour se documenter abondamment, s'entretenir avec les savants scandinaves au sujet de l'histoire du Groenland et des expéditions danoises, norvégiennes et islandaises dans le septentrion. La toponymie de la carte de la Pereire est très fidèle à celle de nous, c'est-à-dire qu'elle est danoise. Le seul terme anglais qui y figure est Gulf Davis. Il reprend également 3 des 4 symboles C4. On a un symbole, on voit plusieurs fois C4. Là, vous voyez, à l'endroit de Churchill, Manitoba, il y a un petit C4. Non, justement, c'est là qu'il n'y en a pas. Mais on voit plusieurs fois un petit signe circulaire avec un 4 incrusté dedans. Et en fait, c'est un C4 pour Christian IV. Il reprend ce symbole-là. Dans l'avertissement de son ouvrage, la Pereire crédite M. Sanson, excellent géographe que j'ai consulté pour la construction de cette carte. Et Nicolas Sanson, géographe du roi, reprend à son compte le toponyme en 1650 sur cette carte qui constitue un jalon majeur de la cartographie de l'Amérique du Nord. Cette désignation fait école. En une cinquantaine d'années, on compte près d'une centaine de cartes des Amériques et du monde indiquant le Nouveau-Danemark, ou sa version latine, Nova Dania, sur la côte nord-ouest de la baie d'Hudson.
Samson lui-même emploie ce terme systématiquement, de même que son fils Guillaume, Pierre Duval, qui est son beau-frère, Alexis Hubert-Jaillot, qui est l'associé de Guillaume Samson, son père, Jean Boisseau, Pierre Sainton, Pierre Mortier, Nicolas Defer, Louis Hennepin. Vous voyez quelque chose de commun, tous ces géographes, ils sont tous français. Le Nouveau-Danemark est une affaire française, presque même une affaire de famille. Lorsqu'un géographe étranger reprend le toponyme, c'est que la carte est une simple adaptation d'une œuvre originale française. Par exemple, les géographes anglais ignorent ce toponyme pendant 33 ans. Et quand il apparaît, le cartouche précise que la carte n'est qu'une traduction de l'œuvre de Samson. Le toponyme s'est trouvé comme naturellement intégré au tracé, on a pu le copier et traduire. Alors c'est parce que comme bien des géographes, Samson oscille entre le souci de la véracité et la défense des intérêts de son pays. Il est géographe, certes, il est même l'auteur du premier atlas mondial composé par un Français, et le premier savant à définir les pourtours des 5 grands lacs. Mais il est avant tout géographe du roi. Sa géographie se doit donc d'être française. La Nouvelle-France de Samson est un territoire démesuré, incluant la région des Grands Lacs et ouvert sur des terres encore inexplorées de l'Ouest. Un espace dans les faits très partiellement occupé et contrôlé par la France. La cartographie est une modalité de la revendication territoriale et la France tient à affirmer sa primauté sur l'intérieur du continent. D'ailleurs, chez Samson, on surprend plusieurs fois dans cette situation, le patriotisme se paie parfois au prix de la désuétude. Ainsi, sur sa carte du Nouveau-Mexique et de la Floride de 1656, que vous voyez à l'écran, il reprend l'acronymie de Théodore de Brie, en voyant la brève occupation de la Floride par les Huguenots français dans les années 1560. On y observe donc, encore un siècle après la reconquête espagnole de la péninsule, une Floride française, aussi, où coule la Gironde, la Charente, la Somme, la Seine. Vous voyez sur le gros plan, c'est assez frappant. L'œuvre de Samson témoigne de la volonté non seulement d'amplifier ce qu'on appellerait aujourd'hui le fait français en Amérique, mais également de réduire à chaque fois que possible l'image de la mainmise, peut-être pas effective, mais qui se profite de la grande rivale anglaise sur l'Amérique du Nord. La défiance envers la perfide Albion, comme on dit, est un sentiment commun chez les élites françaises. La Pereire, l'initiateur du toponyme du Nouveau-Danemark, ne semble guère favorablement disposé à l'égard des sujets de cette ratio de majesté. Quand il relate l'expédition de Henry Hudson de 1610-1711, il fait dans le sarcasme, ce diplomate. Il dit, je cite, « Il s'était perdu dans cette navigation et l'on n'a jamais su comment. Il est certain que s'il eut l'audace d'Icare à voler par une route inconnue, ses plumes se gelèrent plutôt qu'elles ne se fondirent dans cette hardie entreprise. » C'est du sarcasme, de l'ironie. Le maintien d'un mirage géographique, cartographique, sur une longue période est parfois dû à sa fonction politique, géostratégique. Le Nouveau-Danemark dénie à l'Angleterre son emprise, une partie de son emprise grandissante sur le nord de l'Amérique. C'est une bravade française, en somme, je crois. Aujourd'hui, au Canada, il ne subsiste aucun des toponymes employés par Ian Snook sur sa carte ou dans son journal de bord. Nouveau-Danemark, en revanche, a perduré jusqu'au début du XIXe siècle, et bien sûr exempt de toute prétention danoise sur ces territoires. Pour terminer, je vais évoquer 3 mirages supplémentaires très brièvement qui sont traités dans le livre. Le premier, c'est la mer de Verrazzano. Alors, il a une particularité, c'est le seul mirage cartographique que j'ai étudié qui soit dû originellement à une observation erronée sur le terrain, en l'occurrence en mer. C'est aussi le plus exactement daté. Le 25 mars 1524, la caraque normande du roi de France, commandée par l'Italienne Giovanni Verrazzano, la Dauphine, longe la côte de l'actuelle Caroline du Nord en direction du septentrion. Et alors que la Dauphine passe l'actuelle Cape Lookout, se déploie à bâbord une longue bande de terre, les Outer Banks, qui sont aujourd'hui, du fait de l'érosion, échappées d'îles reliées par des bancs de sable naturels et artificiels, mais qui au XVIe siècle s'étalent sous la forme d'un isthme plus large et homogène. Au-delà de cet isthme, s'étend une immense lagune composée de plusieurs baies, dont les plus vastes sont celles de Pamlico et Albermale. La lagune est si large que le navigateur florentin et son frère de son navire ne peuvent apercevoir les côtes du continent. Et de cette observation limitée, il tire une conclusion prématurée. Il faut voir le Pacifique. Cette erreur d'appréciation aura un impact majeur sur la cartographie de l'Amérique jusque dans les années 1580. Un autre mirage, en fait, qui est mon préféré dans le livre, mais malheureusement, on me pose très peu de questions dessus, mais c'est celui que je préfère.
À partir de 1569, Gérard Mercator représente l'Arctique sous la forme d'une vaste masse terrestre de forme circulaire, divisée en 4 îles de surface équivalente. Ces îles sont séparées par 4 bras de mer au courant tumultueux qui les rendent innavigables et dont les eaux, qui ne gênent jamais Mercator, coulent vers le nord en direction d'une mer intérieure. Au centre de cette mer, au pôle nord donc, se dresse un immense rocher noir de 33 lieues françaises de circonférence, soit environ 107 km, Rupes nigra et altissima. Les eaux qui se dirigent vers cette montagne s'engouffrent à sa base dans un gigantesque maelstrom. De là, elles sont, dit Mercator, absorbées dans les entrailles de la Terre. Alors Mercator, c'est pas comme TV, il n'invente rien, vraiment rien. Au contraire, il colle à sa source. C'est justement cette source le problème. C'est un mystérieux texte, aujourd'hui disparu, qui traite du Grand Nord, mais d'un point de vue symbolique, possiblement alchimique, j'examine ça dans le livre, et certainement mystique, qui malheureusement pour Mercator n'a pas grand-chose à voir avec la géographie physique. Et ce texte est une sorte de Graal pour certains historiens et seiziémistes en tout genre, Inventio Fortunae, les découvertes de la fortune. Et je suis sûr que si on en retrouve, il n'a jamais été imprimé, c'est pour ça qu'il a disparu complètement, tous les manuscrits ont disparu. Mercator a failli remettre la main dessus, et c'est la dernière fois qu'on en entend parler dans l'histoire, en fait. C'est une histoire documentée. Et le troisième, que je voulais évoquer, il n'est pas traité comme tel dans le livre. L'archipel du Québec-Labrador, ça s'appelle ça. C'est moi qui invente ce nom qui ne figure nulle part. Je pensais bien que les historiens québécois en auraient fait vraiment un sujet de choix. Donc, je ne vais pas consacrer de chapitre dans le livre, mais il en est question dans le chapitre consacré au passage du Nord-Ouest. Ce mirage apparaît dans un atlas de 1558, réalisé par le portugais Diego Homem pour le roi Philippe II d'Espagne. Sur cette carte de l'Atlantique de Homem apparaît la baie de Fundy, explorée par João Alvarez Fagundes en 1520 ou 1521, on ne sait pas. C'est la plus ancienne carte existante à représenter la Nouvelle-Écosse sous des contours proches de ceux qu'on lui connaît. Elle ne peut être basée que sur des sources portugaises aujourd'hui disparues. Les sources portugaises, d'ailleurs, sont très, très manquantes, puisque le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 a détruit les archives maritimes du pays. Mais la caractéristique la plus frappante pour nous de ce document se situe bien sûr un peu plus au nord. Le golfe et le fleuve Saint-Laurent ils sont représentés de telle manière qu'il ne s'agit même pas à proprement parler d'un golfe et d'un fleuve. La côte nord du Saint-Laurent y est morcelée en un archipel qui n'offre pas moins de 6 passages vers l'océan Arctique, puis le Pacifique. C'est ça que c'est une modalité du passage du nord-ouest. Cette conception est adoptée par Guillaume Blaeu, le seul cartographe à l'imprimer, parce que toutes les autres occurrences sont manuscrites. L'image que vous voyez à l'écran est une récente acquisition de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui témoigne de cette conception qui, jusqu'ici, ne figurait pas dans nos collections. Entre parenthèses, Blaeu lui-même abandonne cette conception vers 1630, mais les anciennes plaques sur lesquelles elle figurait continuent de servir à imprimer des cartes jusque dans les années 1660. D'ailleurs, celle-ci date de 1668. J'aurais adoré acheter l'édition originale, mais elle équivalait à un peu plus de mon budget annuel. Donc, je me suis rattrapé sur un vieux tirage de 38 ans plus tard. Et cette conception, en fait, ça me fait revenir là où j'avais commencé, au Japon. C'est comme ça que les Japonais pensaient. C'est la forme que les Japonais donnaient au Québec en 1614. Ce document est une carte sur paravent réalisée au Japon entre 1611 et 1614. Alors, les sources informationnelles géographiques sont européennes. On connaît bien sûr l'archipel Québec-Labrador à la manière de Blaeu, mais la manière, le style, la patte sont japonais. Et d'ailleurs, ce type de paravent s'appelle un Nanban-gyobe. Littéralement, ça veut dire paravent des barbares du Sud. Ces splendides artefacts qui mesurent jusqu'à près de 5 mètres de long, ils servent à diviser les intérieurs des bâtisses en pièces. Ils sont produits généralement par paires, par des artistes nippons, pendant et un peu après ce que l'historiographie appelle le siècle chrétien du Japon, c'est-à-dire avant l'interdiction du christianisme et la politique isolationniste du Sakoku de 1741 à 1858. L'appellation péjorative de Nanban-gyobe, paravent des barbares du Sud, ça vient de ce que les premiers Européens atteignent le Japon par le Sud, souvent par, c'est des Hollandais, pardon,
de Batavia, de Jakarta. Et que, ignorant l'étiquette japonaise, incapable de lire les caractères chinois et hirsutes, et malheureusement, après des semaines en mer, ils sont perçus comme. Il subsiste une centaine de Nandan Gyobe dans le monde, et une trentaine d'entre eux, presque tous copains en fait, conservés dans des musées japonais, comportent des cartes géographiques. Il y en a un qui est conservé au Portugal. Donc je les étudie dans le prochain livre, et je vous en parlerai avec plaisir dans quelques mois.